Le Forum franco-africain pour la croissance partagée s'est ouvert hier matin au ministère français de l'économie et des finances en présence de 4 chefs d'État dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Le 15 février prochain, c'est la date butoir pour la validation des candidatures aux examens du BEPC et au baccalauréat session 2015. L'annonce a été faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Sport, Cannes 2015, la petite finale pour la 3e place se joue cet après-midi entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Vous êtes au journal de 13h. Le Forum franco-africain pour la croissance partagée s'est ouvert hier matin au ministère français de l'économie et des finances en présence de 4 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Devant plus de 700 participants en provenance de 33 pays, les décideurs publics et privés français et du continent africain se sont réunis afin de mettre la jeunesse, l'innovation et les finances innovantes au cœur de la nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Envoyé spécial en France pour RTI1, Abiba Dambélé-Saoué. Selon le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique, qui représentera un quart de la population mondiale d'ici 2050 et qui affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. Devant cette Afrique qui bouge et un environnement de plus en plus compétitif, les entreprises françaises doivent renforcer leur présence, d'où la création de la fondation Africa France, qui est un espace d'échange ouvert aux responsables politiques et institutionnels, mais également aux chefs d'entreprise. La ministre nigériane de l'économie et des finances, représentant le président Goodluck Ebele Jonathan, a estimé que l'Afrique d'aujourd'hui est différente grâce à la politique économique audacieuse de ses dirigeants. Avant de conclure en ces termes, si nous travaillons ensemble, nous réussirons ensemble, faisant allusion au partenariat économique entre l'Afrique et la France. À son tour, le président sénégalais Macky Sall a réaffirmé la nécessité de moderniser et dynamiser les échanges économiques entre la France et l'Afrique et a plaidé pour la facilitation de l'accès au marché des capitaux. Cette dynamique de croissance engendre d'importants besoins de financement d'infrastructures. Les pays africains restent toutefois handicapés par la rigidité des règles d'accès au marché des capitaux. Le président gabonais Ali Bongo a également salué la volonté commune de dynamiser les échanges entre l'Afrique et la France pour une croissance partagée. Dans notre monde en proie à la volatilité des cours des matières premières, à la fragilité des marchés, à la montée du terrorisme sous toutes ses formes, au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité, au fléau du chômage des jeunes, pour ne citer que cela, il nous faut aujourd'hui, plus que par le passé, concevoir ensemble des modèles de développement plus intégrés et plus durables. L'intervention très attendue du Dr Alassane Ouattara, expert de haut niveau en économie, a porté sur le partenariat public-privé adopté en Côte d'Ivoire depuis 1959. Houphouët-Boigny, en tant que ministre sous la 4e République, avait décidé d'un partenariat public-privé avec le groupe Bouygues en 1959, avant l'indépendance, pour fournir de l'eau potable à la ville d'Abidjan. Donc pour nous, le partenariat public-privé n'est pas nouveau. Et nous considérons que maintenant, le continent africain offre des perspectives importantes pour que les entreprises françaises puissent aller dans ce domaine. Les partenariats public-privés ont fait leurs preuves dans le monde et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon levier pour accélérer le développement des infrastructures, surtout en Afrique. Ces partenariats offrent une plus grande souplesse des politiques budgétaires. Et ceci permet donc de tirer profit aussi des capitaux et de l'expertise qui sont apportés par le secteur privé. Alors, nous avons noté que la forte croissance que connaît l'Afrique au cours de ces dernières années fait que les besoins d'investissement
en matière d'infrastructures seulement sont évalués à 100 milliards de dollars par an. Et en réalité, les ressources publiques intérieures et extérieures ne peuvent fournir que 50% de ce montant. Ceci veut dire que, bien sûr, le partenariat public-privé peut apporter le complément. Et l'Afrique doit combler ce retard si nous voulons parvenir à l'émergence. Le président Alassane Ouattara a invité les investisseurs français à choisir la Côte d'Ivoire. Je voudrais maintenant inviter les entreprises françaises à faire preuve de beaucoup plus d'intérêt et d'agressivité. Car vous savez, ces gens du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dont j'ai été insistent sur les appels d'offres et par conséquent, les questions de gouvernance nous obligent à ne pas tenir compte de ce que le cœur nous recommande. Donc, je vous demande de venir nombreux et vraiment de vous intéresser, d'être beaucoup plus présents dans les appels d'offres, car nous savons que ce sont des entreprises de qualité, les grandes comme les moyennes et les petites, et que nous trouvons ici, avec qui nous avons des relations donc, de gestion qui permettent de former nos jeunes. Lionel Gensois a parlé de l'emploi des jeunes, c'est essentiel pour nous. Et les entreprises françaises peuvent nous aider énormément dans ce domaine. Et bien évidemment, avec les taux de croissance dont nous avons maintenant la capacité de réaliser, de 9 à 10%, nous pouvons faire en sorte de réduire très rapidement la pauvreté. Le président français, François Hollande, a fait plusieurs annonces qui vont à coup sûr donner un coup d'accélérateur à la croissance en Afrique. L'Afrique, c'est notre avenir. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus grande progression démographique. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui connaît la plus forte croissance ces dernières années. C'est notre avenir parce que c'est le continent qui a les potentiels les plus élevés. 70% de la réserve pays émergents sera consommée en Afrique, soit 240 millions d'euros. Deuxième outil, la COFAS. La COFAS est nécessaire, indispensable pour assurer le financement de bon nombre de projets en Afrique. Nous avons décidé, avec le ministre des Finances, de mettre en place une banque de l'exportation d'ici la fin du mois de mars. Ce dispositif concernera tous les pays, tous les secteurs économiques, sans restriction. Et chaque fois qu'il y aura un contrat qui dépasse un certain volume, 100, 200 millions d'euros, alors cette banque rentrera directement en intervention. Mais j'avais pris 2 engagements même. Le premier, c'est que l'Agence française de développement investirait 20 milliards d'euros sur 5 ans en Afrique. Cet engagement sera tenu, strictement tenu, entièrement tenu et commence à être appliqué. 1 milliard d'euros pour les nouvelles technologies, pour la transition énergétique. Eh bien, ce milliard d'euros non seulement est confirmé, mais il s'ajoute aux milliards de dollars que la France a décidé d'apporter au Fonds vert. Avec ce forum et le lancement de la Fondation Africa France, on peut dire que c'est une nouvelle page des relations économiques qui s'ouvre entre la France et l'Afrique grâce à un partenariat profitable à tous. Et avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saoué en France, nous vous proposons les réactions de quelques participants à ce forum. La Fondation Africa France vient à point nommé pour redynamiser et renforcer les relations économiques, surtout entre la France et l'Afrique. En fait, je pense que c'est une réunion extrêmement importante. Un forum de cette nature qui réunit des hommes d'affaires d'Afrique et de France dans un contexte où l'Afrique est en pleine mutation, dans un contexte où l'Afrique a fait un taux de croissance de 5%, dans un contexte où l'Afrique est devenue un continent émergent. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Afrique peut constituer
pour ce genre pour ce partenariat et pour la France, une opportunité qui sort un peu de l'ordinaire. Je trouve la création de cette fondation est une très bonne chose parce que dans toute chose dans la vie, il faut l'accompagnement. Et si elle peut apporter l'accompagnement aussi bien pour les Français qui veulent aller en Afrique que les Africains qui veulent venir en France, ça serait une très bonne chose. La France et l'Afrique partagent une même ambition, c'est-à-dire l'avenir de nos peuples communs et donc pouvoir d'une certaine manière réduire la pauvreté en Afrique et apporter de la croissance en France. Ce forum est extrêmement réussi et qu'il est l'occasion pour les entreprises françaises dont je suis de se retrouver avec des partenariats nouveaux dans un esprit très fraternel et très constructif où la France doit garder, je pense, toute sa place dans cette relation privilégiée avec l'Afrique. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité chez les locaux de l'inspection générale des finances. Le Premier ministre a voulu s'imprégner des réalités de cette structure du ministère de l'économie et des finances. Hamza Diaby. Inspection générale des finances, IGF, structure de promotion de la bonne gouvernance économique et financière de proximité. Ces 4 dernières années, elle a contribué à travers ses activités à la mise en œuvre des actions du programme de travail gouvernemental relatif au soutien à la relance économique, à l'amélioration de la gestion budgétaire et au renforcement de la gouvernance économique et financière. Rattachée depuis décembre dernier au cabinet du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, l'IGF a reçu ce vendredi la visite du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. La visite que j'effectue aujourd'hui à l'inspection générale des finances s'inscrit dans le cadre du contact direct que j'ai décidé d'établir avec les services en charge de l'économie, des finances et du budget pour partager les principaux enjeux ainsi que les difficultés liées à la conduite de leur mission. À l'issue de cette visite, des solutions pragmatiques et innovantes devraient pouvoir être dégagées afin que l'inspection générale des finances puisse jouer pleinement son rôle d'acteur de la saine gestion des finances publiques et de promotion de la bonne gouvernance économique et financière. Je voudrais rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache une importance particulière à ces valeurs qui sont indispensables pour la réalisation de sa vision, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour la transparence et la rigueur, le gouvernement a décidé de faire de l'optimisation de la dépense publique son credo. L'inspection générale des finances rejette 85 milliards de francs CFA des passifs de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont des dépenses engagées sans couverture budgétaire et cela après un audit partiel. On en sait un peu plus avec Adama Koné. Administration stratégique dans le dispositif de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances se rapproche de tous ceux qui sont en relation d'affaires avec l'administration publique. Nous sommes une structure de gouvernance de proximité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les inspections sectorielles des 2 ministères, le ministère chargé du budget et le ministère chargé de l'économie et des finances. Nous sommes une structure ouverte aux usagers de l'administration publique, aux opérateurs économiques, pour recevoir leurs plaintes, leurs récriminations et pour pouvoir les aider. Et nous pensons qu'un opérateur économique qui a bien travaillé pour l'État, qui a permis à l'État d'avoir une plus-value, qui a construit une bonne école, qui a construit un bon dispensaire mérite respect. L'inspection générale des finances vient de boucler l'audit de plus de 170 milliards de francs CFA de passifs. 85 milliards de francs CFA ont été identifiés comme des dettes fictives. On parle d'arriérés quand l'État ne paye pas la dette dans les 90 jours. Mais toujours est-il que reste à payer, c'est la même chose, c'est-à-dire que le cheminement a été fait, les procédures budgétaires ont été respectées. Mais par contre, les passifs, ce sont des dépenses publiques anormales. Parce que ce sont des dépenses qui ont été faites en infraction, je préfère dire en infraction, des procédures budgétaires. Les dépenses anormales que nous appelons dépenses publiques toxiques. Lors de sa conférence du 29 janvier dernier, le Premier ministre avait laissé entrevoir le sort des fonctionnaires coupables de dépenses non budgétisées.
Les fonctionnaires qui sont fautifs, s'ils sont dans la fonction publique, feront l'objet de sanctions. L'inspection générale des finances, gendarme de la gestion des deniers publics, est plus que jamais engagée à faire en sorte que l'État ne paye que la juste dépense, la bonne dépense et la vraie dépense. Et c'est reparti depuis jeudi dernier pour l'opération de déguerpissement dans le district d'Abidjan, une opération qui va redonner de l'éclat à la ville d'Abidjan. Hugues Hervé Blé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises des voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public qui créent l'insalubrité, qui créent le désordre. Surtout les installations qui sont sur les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui entraînent aussi les inondations dans la période de pluie, d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétextant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur déguerpissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui souligne avoir respecté la procédure requise en matière de déguerpissement. L'opération de déguerpissement qui commence par Cocody, Yopougon et Adjamé va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjan Ville propre dotée d'un budget de 2,2 milliards de francs CFA par le chef de l'État. Et nous changeons de sujet. L'organisation non gouvernementale IFS, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a mis en œuvre un projet pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations du Folon et du Kabadougou en les emmenant à utiliser les latrines. La suite avec F. Boué. Les habitants de Zievasso, village de la sous-préfecture d'Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont bien changé leur habitude. Ils font désormais leurs besoins naturels dans des latrines. Chez nous, au village, on a 80 ménages. On a demandé à tous les 80 ménages de creuser WC. Les latrines sont fermées, propres. Aujourd'hui, Zievasso fait donc partie des 44 localités des régions du Kabadougou et du Folon certifiées FDAL, c'est-à-dire fin de défécation à l'air libre. Remise des certificats et de pancartes, occasion alors pour sensibiliser les communautés non certifiées. L'une des conditions pour être en bonne santé, c'est de mettre un accent particulier sur son environnement. Je pourrais vraiment féliciter tous ces villages et leur demander de continuer la sensibilisation, de sorte que les villages qui n'ont pas encore compris l'intérêt qu'il y a à éviter de déféquer à l'air libre puissent suivre leur exemple. Cependant, la tâche est encore immense selon l'ONG IFS chargée de l'exécution de ce projet initié par le gouvernement et l'UNICEF. Nous avons pu parcourir plus de 200 localités. 52 de ces localités ont été évaluées. Et parmi ces 52, 44 ont été déclarés FDAL. La cérémonie de certification des villages FDAL a été lancée officiellement lors de la Journée mondiale des toilettes le 19 novembre 2014 à Agboville. À ce jour, 500 villages sur le territoire national sont certifiés FDAL. Et cette information importante pour les élèves et parents d'élèves de Côte d'Ivoire, le 15 février prochain, c'est la date butoir pour la validation des candidatures aux examens du BEPC et du baccalauréat session 2015. L'annonce a été faite par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Moussa Konaté. Le délai de validation des candidatures pour les examens du BEPC et du baccalauréat est fixé au 15 février 2015. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours DECO. Une date butoir arrêtée après plusieurs reports. Le processus a normalement commencé le 13 octobre pour nous prendre fin légalement le 12 décembre. De
12 décembre 2014 à fin décembre 2014, par la suite à fin janvier 2015. Ces dates d'inscription ont été repoussées ainsi. Un courrier urgent est parti vers les DREN pour leur dire que la date de validation des inscriptions est fixée au 15 février 2015. Selon la DECO, le respect de ces délais permettra de mieux planifier l'organisation des examens. Parce qu'il y a un processus. Les inscriptions, c'est uniquement pour la DECO rassembler tout un ensemble de chiffres de candidats dont nous allons gérer pendant le déroulement des examens. Donc après ce point statistique issu des inscriptions, il y a tout le processus d'organisation, de déroulement qui s'enclenche. Donc les chiffres fiables, pour des commandes fiables et justes. Donc c'est tout cela qui part des statistiques d'inscription que nous allons avoir. Mais à les avoir très tard, c'est dire qu'on ne pourrait pas faire les examens, on ne pourrait pas organiser les examens dans le temps imparti. Or, nous sommes obligés d'organiser les examens dans le temps qui est imparti. 15 février 2015. Celui qui n'est pas dans ce lot, il attend l'année prochaine. Aucun retard ne sera toléré. Les candidats retardataires aux examens du BEPC et du baccalauréat sont donc prévenus. Et nous allons rester dans le domaine éducatif. Les acteurs du système scolaire de Divo étaient en atelier il y a de cela quelques jours au centre de leur réflexion, trouver des solutions idoines pour de meilleurs résultats scolaires cette année 2015 dans la région du Lodjibois. Thérèse Tapeyoboué. Dans le Lodjibois, les résultats scolaires n'étaient pas satisfaisants. La région s'était même retrouvée parmi les dernières au plan national. Il a fallu donc trouver des mécanismes pour rendre les résultats meilleurs. L'organisation de séminaires initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale de Divo. C'est le 4e du genre qui vient de se tenir dans la ville et qui a réuni 200 participants. À l'ouverture de la rencontre, le préfet de la région du Lodjibois, Joseph Pandro, a encouragé les acteurs de l'école pour tous les efforts fournis au quotidien pour apporter le savoir aux élèves. Il leur a demandé de toujours avoir à l'esprit qu'ils ont entre leurs mains l'élite de demain, celle qui va perpétuer l'existence de la Côte d'Ivoire. L'engagement et la persévérance pour la qualité et la performance de l'école. Tel était le thème de ce séminaire animé par l'inspecteur coordonnateur général de l'éducation nationale, Ibrahima Kourouma. À la fin des travaux, les participants ont pris l'engagement de jouer leur partition afin que l'école dans le Lodjibois retrouve ses lettres de noblesse. Au moins 25 enfants ont été enlevés dans le district d'Abidjan depuis le mois de décembre dernier. Une situation qui inquiète les populations. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène. Mais quelques individus continuent leurs pratiques macabres et un cas a été signalé à Port-Boué. Voyons les détails avec Abou Sanogo. Le calme est revenu dans la commune de Port-Boué ce vendredi après les événements qu'elle a connus la veille. Tout est parti d'une rumeur selon laquelle un homme aurait été appréhendé tantôt avec 2 crânes humains, tantôt avec 4 crânes humains et un bidon de sang. Dans nos communiqués du 29 janvier, nous avons insisté de ne pas laisser les enleveurs d'enfants. Lorsque une information est portée à l'attention de la population, de nous donner rapidement cette information pour qu'on puisse l'exploiter. Nous rappelons encore une fois l'attention des Ivoiriens que pour l'instant, on n'a pas eu de cas d'enlèvement d'enfants. C'était que des rumeurs. Au Labi Chérif, le présumé coupeur de tête est donc pris à partie par les populations survoltées qui le roulent de coups. Il sera exfiltré par les policiers du commissariat du 33e arrondissement de la commune de Port-Boué, aidé par une patrouille du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. La foule ne décolère pas. Elle tente d'assiéger le commissariat et dresse des barricades sur les voies. La victime est alors conduite au commissariat du 5e arrondissement, toujours dans la commune de Port-Boué. La foule en colère s'y déporte aussi et se manifeste cette fois avec des jets de pierre. La police riposte avec du gaz lacrymogène et des tirs de sommation.
Olabi Shérif, de nationalité nigérienne, est évacué au CHU de Trècheville. Il y décède de ses blessures. La rumeur a encore tué un innocent. Les autorités rappellent que nul n'a le droit de se faire justice. Nous insistons vraiment que la population ne laisse pas ceux qu'ils pensent être les enleveurs d'enfants. Ça perturbe la circulation, ça perturbe le tissu social et ça fait beaucoup de rumeurs dans la ville. Les gens pensent que cela est vrai. Les numéros verts ont été mis à la disposition des populations pour dénoncer tout cas d'enlèvement d'enfants. Ce sont le 110, le 100, 101, 170 et 145. Et des numéros bien notés par les populations. Les militants du RDA de Touba dans le Bafing se sont réunis au siège de ce parti politique pour une rencontre d'information présidée par le secrétaire départemental du RDA du Bafing. La suite avec Chantal Eouma à Kandan. Les populations du Bafing s'organisent pour les échéances à venir. Une rencontre d'information avec 3 points à l'ordre du jour. Arrivée du président de l'Assemblée nationale dans le Bafing, visite du président de la République dans la région et révision de la liste électorale. Président la réunion, le secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains, Bamba Amara Difa, a demandé aux 45 secrétaires de section de se mobiliser pour la réussite de ces grands rendez-vous. Il a promis mettre à leur disposition des motos et des vélos pour des missions éclatées auprès des militants en vue d'une meilleure sensibilisation. Les secrétaires de section auront également pour mission de motiver toutes les personnes âgées qui n'auraient pas d'extrait de naissance de s'en établir. Une opération qui devra permettre au parti du président Alassane Ouattara d'avoir un pourcentage élevé de militants en mesure de voter à la présidentielle de 2015. Un atelier de finalisation de la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale se tient actuellement à Yamoussoukro. Il est organisé par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. À l'issue de cet atelier, un document final sera produit. Il servira de guide pour la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Reportage Abdul Kader Sogodogo et Ibouaki. Les piliers de la solidarité et de la cohésion sociale, jadis fierté nationale, ont été durement ébranlés par les crises successives qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Le règlement des conflits interethniques, intercommunautaires, intergénérationnels, fonciers et autres demeure une préoccupation constante. Pour y remédier, des initiatives existent. Pour accentuer leur impact de population, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé d'élaborer un document cadre en matière de solidarité et de cohésion sociale. Ce document soumis à validation à Yamoussoukro prend en compte le diagnostic de l'état de la solidarité, de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les axes stratégiques de la politique nationale de solidarité et de cohésion sociale et la matrice d'action pluriannuelle. Présente à Yamoussoukro, la ministre Anne-Désirée Ouloto revient sur l'importance du présent atelier. Le document de référence qui nous rassemble à cet atelier autorisera l'élaboration d'un plan stratégique sur 3 à 5 ans avec des programmes et actions concrets, pertinents, capables de faciliter le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration du quotidien des populations. J'attache du prix à la qualité de vos travaux et à celle du document qui en sortira. L'atelier de Yamoussoukro regroupe, aux côtés du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des structures gouvernementales, des organisations de la société civile et des agences d'aide au développement. Le document de politique nationale de solidarité et de cohésion sociale, finalisé, sera soumis au gouvernement. Comment relancer la culture du cocotier dans la région de Jacquesville? La question était au centre d'une conférence initiée par le conseil régional des Grands Ponts. Thérèse Tapeyoboué. Les planteurs de coco de Grand Laou dans la région des Grands Ponts connaissent des difficultés liées à une mystérieuse maladie qui détruit leurs champs. Plus de 3000 hectares ont déjà été décimés par cette maladie du cocotier. Face à cette situation, le président du conseil régional des Grands Ponts, Joseph Gabriel Yassé, a décidé de voler au secours des planteurs. Pour ce faire, invité Roland Bordet, expert à la coopération scientifique internationale sur le développement agricole
et agroalimentaire des régions de Montpellier. L'expert français a instruit les populations sur les nouvelles orientations et techniques agricoles appropriées qui rendent plus résistantes et productives de nouvelles variétés de cocotiers. En marge de cette cérémonie, le président du conseil régional a procédé à la remise de matériel médical à l'hôpital général de Jacquesville. Montant du don, 16 500 000 francs. Le directeur de l'hôpital, Guillaume Akbessesso, a réceptionné les dons. Les travaux en finition de la nouvelle brigade de gendarmerie de Jacquesville, œuvre du conseil régional, ont été visités. Ces nouveaux bâtiments permettront aux gendarmes de travailler dans de meilleures conditions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.